On attend juste que ça démarre. Voilà, c'est tout. Madame la ministre, mes chers collègues, hier se tenait la journée internationale consacrée aux droits de l'enfant. Vous le savez, notre délégation s'engage fortement et nous venons ce matin, avec la présidente de l'Assemblée nationale et vous, Madame la ministre, nous avons rencontré une trentaine d'enfants. Nous les avons eus, bien entendu, au niveau de l'hôtel de la C avec la présidente. Et donc, bien entendu, c'était un moment très intéressant. Alors, par ailleurs, je me félicite des échanges constructifs que la délégation a pu nouer avec vous, Madame la ministre, puisque c'est la 3e fois que nous avons le plaisir de vous auditionner et de vous questionner sur l'enfance. Je me félicite également de la publication du jaune budgétaire sur les politiques de l'enfance, qui permettra de mieux identifier l'effort consenti par l'État. Il apparaît en outre pertinent que ce document mentionne le concours apporté par les départements qui opèrent la protection de l'enfance au quotidien. Dès lors, et avant de vous laisser la parole, Madame la ministre, j'ai quand même quelques questions, parce qu'après, je pense que mes collègues en auront d'autres, donc je leur laisserai. Donc, sur la partie comment mieux coordonner les actions entre les départements et l'État. L'expérimentation dans 10 départements des comités départementaux pour la protection de l'enfance est une avancée, tout comme les CDPE, les contrats départementaux de prévention et de protection de l'enfance, qui sont signés conjointement par le préfet, les directeurs des départements et les directeurs d'ARS. Je vous renouvelle bien entendu mon souhait de renforcer les moyens à disposition des administrations déconcentrées. Nous avons obtenu dans le projet de loi de finances 10 ETP pour aller vers ces 10 départements qui ont les CDPE, mais bien entendu, il faudra qu'on aille plus loin. Donc, oui, pourriez-vous nous préciser le calendrier du déploiement des 10 ETP qui ont été validés dans le cadre du PLF pour accompagner les départements qui ont les CDPE? Toujours s'agissant de la protection de l'enfance, comment mieux assurer l'accompagnement des jeunes majeurs? C'est un sujet important, a fortiori quand 61% des adolescents de 15 ans placés en établissement sont toujours dans un niveau relevant du premier cycle, voire du niveau élémentaire. Or, vous avez annoncé hier un pacte pour les enfants, donc pour les jeunes majeurs. Je vous inviterai bien entendu à nous expliquer ce que vous mettez dedans. Et enfin, la délégation a décidé de consacrer pour cette session un cycle sur la lutte contre les violences faites aux mineurs, priorité érigée par le gouvernement. Et lors du dernier comité interministériel, la Première ministre a annoncé un nouveau plan pour la période 2023-2027. Est-ce que vous pourrez nous en préciser les contours, tout comme l'Office des mineurs qui est en place, quelles sont ses missions? Et enfin, la loi de février 2022 rentre progressivement en application. 60% des décrets découlant de cette loi ont été pris. Je veux souligner que ce taux est au-dessus de la moyenne détectée par le Sénat en 2022, qui est de 52%. Au-delà de ce bon score, je souhaite bien entendu vous interroger, je pense que ça ne vous étonnera pas, sur les 40% restants, et notamment sur la question de l'hébergement hôtelier, puisque lorsque nous avions examiné ce texte, le ministre d'alors nous avait expliqué que le délai que nous avions mis de 2 ans était nécessaire suite à la négociation avec les départements pour qu'ils puissent s'organiser. Et donc, sauriez-vous nous dire quand ce décret interdisant l'hébergement hôtelier sera pris et s'il rentrera bien en vigueur pour les 2 ans comme c'était prévu, c'est-à-dire en février 2024. Voici les premières questions. Je vous laisse la parole et après, bien entendu, nous la donnerons à nos collègues. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires de la délégation aux droits des enfants, évidemment, vous remercier sincèrement pour l'organisation, Madame la Présidente, de cette 3e audition au lendemain d'une journée qui nous oblige tous, au sens fort du terme oblige, c'est-à-dire de garder en boussole les droits des enfants tels qu'ils ont été recensés à l'initiative de la France dans la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est l'occasion pour moi, bien sûr, de présenter l'action du gouvernement et surtout de mettre en perspective ce que nous souhaitons faire à la suite du 3e comité interministériel de l'enfance que nous avons tenu hier. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de saluer le travail de la délégation aux droits des enfants depuis 1 an et quelques, depuis sa création, ces échanges fructueux que nous avons eus ensemble et l'ensemble des événements que vous avez montés les uns et les autres pour mettre en valeur le sujet de l'enfance, le sujet des droits des enfants, encore ce matin, mais c'est un événement parmi d'autres. Merci beaucoup pour cette visibilité que vous faites, non seulement aux politiques publiques, aux enjeux, aux droits et aux enfants eux-mêmes.
Permettez-moi de revenir, comme vous me l'avez demandé, sur le 3e comité interministériel à l'enfance. 3e, il y en a beaucoup qui m'envient de tenir autant de comités interministériels, je vous le dis, qui a réuni hier 11 ministres, moi-même et la Première ministre, sur les sujets de l'enfance et qui nous a redonné les priorités tout en faisant le bilan de ce qui avait été fait. Ce comité interministériel a été l'occasion pour moi de mesurer les chiffres précis pour la première fois sur l'engagement de l'État et des collectivités locales, plus précisément des départements, en faveur de l'enfance au travers d'un jaune budgétaire dont vous aviez voté le principe il y a un an. J'y reviendrai. Ce comité interministériel a été l'occasion de lancer un nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027 que la Première ministre a présenté hier et dont elle s'est saisie personnellement. Je tiens à insister sur ça. Je pense que clairement, elle en a fait elle-même un combat et tout ça est une excellente nouvelle. 3e point, je voudrais vous dire aussi, comme je l'avais souhaité, que nous avons hier fait un certain nombre de présentations de notre action pour les enfants les plus vulnérables, au premier rang desquels, bien sûr, les enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance, mais aussi les enfants en situation de handicap, tant on sait d'ailleurs que les uns sont parfois les autres et les autres sont parfois les uns. S'agissant du jaune budgétaire, j'avais demandé l'année dernière dans le PLF, que vous avez soutenu d'ailleurs, de nous permettre d'obtenir des chiffres précis sur l'ensemble des financements consacrés à l'enfance. Cette année, pour la première fois, nous sommes capables collectivement de mettre des chiffres sur ces politiques publiques que nous menons. C'est très instructif. On y voit que les dépenses consacrées à l'enfance sont majeures. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est notre avenir que nous finançons. C'est donc 158 milliards d'euros, soit 10% de l'ensemble des dépenses publiques, État, sécurité sociale et collectivités locales, pour ce que nous sommes arrivés à collecter précisément. Sans surprise, l'éducation et les branches solidarité, que sont la sécurité sociale, la famille et la CNSA, représentent une très large part de ces dépenses, 140 milliards d'euros. Mais disons quand même que la justice des mineurs et le logement des enfants vulnérables représentent aujourd'hui 2 milliards d'euros, ce qui ne sont pas des sommes évidemment anodines. J'ai souhaité aussi que dans ce jaune budgétaire apparaissent les dépenses dédiées aux enfants les plus vulnérables, qui représentent dans notre pays 26 milliards d'euros, dont bien sûr les presque 9 milliards d'euros que les départements consacrent à l'aide sociale à l'enfance, mais aussi les 8 milliards de l'éducation nationale pour les plus fragiles, dont l'école inclusive, et les 7 milliards dédiés aux enfants en situation de handicap. Je vous le dis, grâce à vous, grâce à nous, l'État est financièrement engagé sur les sujets de l'enfance. Les éléments budgétaires le prouvent, mais l'action au quotidien du gouvernement aussi, je l'espère. S'agissant du plan de lutte contre les violences 2023-2027, évidemment, un nouveau plan, dirons-nous. Je le crains que pour faire inverser les chiffres et la tendance, nous soyons obligés de faire plusieurs plans. En tout cas, à moi de vous présenter le plan 2023-2027. Il est évidemment dans la continuité de ce que nous avons fait depuis 2019, avec après pas mal d'importantes consultations. Ce plan, c'est toujours le même objectif: protéger les enfants contre toutes les formes de violence, et j'insiste sur ça puisqu'elles sont, comme nous le savons tous, polymorphes. Nous avons renforcé les moyens pour lutter contre les violences faites aux enfants. Nous sommes allés inaugurer avec le ministre de l'Intérieur et la Première ministre l'office effectivement dédié aux violences faites sur les mineurs, l'OFMI maintenant, qui aujourd'hui était composé de 35 policiers et qui va comporter 85 policiers dans les jours qui viennent. C'est à la fois la compilation de plusieurs services qui étaient répartis dans d'autres offices, mais aussi le renforcement de cet office. Cet office, pour répondre à votre question, mais c'était prévu dans mon discours, va non seulement évidemment conduire les enquêtes les plus complexes, notamment les enquêtes de réseaux pédocriminels qui officient, hélas, en France et à l'international. Il sera le point de contact en termes de coopération avec les acteurs internationaux, notamment toutes les plateformes qui luttent contre la pédocriminalité en ligne, mais pas que. Et puis, bien sûr, il sera le point de contact de l'ensemble des acteurs de l'enfance. Ils l'ont déjà annoncé, ils veulent travailler plus avec les associations, ils veulent travailler plus avec les acteurs publics, au premier rang desquels les départements. Ils auront un rôle de coordination et d'impulsion, voire de soutien dans les enquêtes, à l'ensemble des services de gendarmerie et de police de notre pays
pris en charge de la lutte contre les violences faites aux enfants, que ce soit les services de premier niveau dits généralistes, mais les services spécialisés, je pense aux brigades des mineurs, aux maisons des familles, des gendarmes, etc. Extrêmement important, à la fois pour l'efficacité de nos enquêtes, pour la priorisation de nos enquêtes et la stratégie de nos enquêtes, et évidemment pour diffuser la formation et ce qu'on va appeler maintenant la doctrine de la Civis, puisque la Civis nous a demandé de transmettre une doctrine. Donc tout à fait essentiel. Nous avons renforcé aussi des moyens, évidemment, c'est les lois de programmation justice et police, et ministère de l'Intérieur, pardonnez-moi, très important pour renforcer les moyens de la chaîne pénale, qui est évidemment fortement en tension compte tenu de l'explosion des faits, des révélations et de la sensibilité de tout le monde aux violences faites aux enfants. Nous avons décidé de renforcer aussi, au titre de la prévention, les moyens mis sur les campagnes de communication. Je crois pouvoir dire, et je n'en prends pas uniquement le crédit, puisque cette campagne a été travaillée avec les associations, que la campagne sur l'inceste a eu un fort impact, qu'elle a permis quand même de faire prendre conscience à tout le monde des chiffres absolument inacceptables en matière de violences sexuelles. Je l'ai demandé et j'ai obtenu les crédits, grâce à vous aussi, de pouvoir continuer en mode sécurité routière ce sujet des violences aux enfants. Je suis désolée, quand vous irez au cinéma, vous verrez encore des campagnes qui vous permettront tous et toutes, en dehors de cette délégation, de mesurer, hélas, l'ampleur des problématiques. Vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale a saisi le Haut Conseil au programme supérieur pour toutes les questions d'éducation à la vie affective pour les plus petits, à la vie sexuelle pour les plus grands. Évidemment, quelque chose de très important pour nous. Nous avons convenu ensemble, et j'ai été entendue par le président de ce Haut Conseil, que parmi les enjeux qui seront d'ailleurs parfaitement acceptés par les familles, le sujet de la protection des enfants face à toute forme de violence doit évidemment, j'allais dire, innerver ce parcours que nous souhaitons démarrer très petit. Non pas, bien sûr, pour faire de l'éducation sexuelle dès le premier âge, mais pour faire de la prévention aux agressions sexuelles qui démarrent, comme on le sait, extrêmement tôt. Sur la prévention et l'écoute, vous dire que nous avons renforcé les dispositifs de numéros, 36 ETP en plus pour renforcer le dispositif Signal Sport, très important pour nous puisque, on le sait, un enfant sur 7 est victime d'agression dans le sport. Voilà. Évidemment, le renforcement du 119, on avait déjà renforcé dans la perspective de la campagne, mais c'est plus 12 écoutants supplémentaires d'ici la fin 2024, 14 écoutants supplémentaires pour le 30-18, donc les plateformes qui sont maintenant repérées pour récupérer la parole de l'enfant. Vaste plan de formation interministériel avec dans les ministères les plus concernés, donc éducation, sport, justice, intérieur pour ne citer que, mais aussi culture, des référents formation violences sur les enfants, pour qu'ils soient les interlocuteurs repérés dans chaque ministère pour diffuser une formation. J'aime pas beaucoup le mot doctrine, mais vous voyez ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut qu'il y ait un package de formation qui soit partagé par tous les professionnels sur tous nos enjeux avec le bloc Civis. Mais j'insiste, on a bien d'autres formes de violence qui devront aussi être diffusées dans ce plan de formation. Permettez-moi aussi de vous dire qu'un certain nombre d'annonces, mais je pourrais rentrer dans le détail, sur l'accompagnement des victimes majeurs ayant subi des faits quand ils étaient mineurs, et bien évidemment l'accompagnement des victimes mineures. Là, non seulement nous avions déjà arbitré sur l'extension des UAPED dans tous les départements, la Première ministre a acté l'extension des UAPED pour chaque juridiction, voilà, pour pouvoir avoir un dispositif complet qui complète les salles Mélanie et les maisons des familles des gendarmes pour un dispositif qui maille le territoire au plus près des victimes, un renforcement des centres de psychotrauma tout à fait essentiel. On voit et on a pu mesurer grâce aux travaux de la Civis l'importance de l'impact, pour ne pas dire de la destruction de chaque enfant qui subit des violences et donc l'importance des centres de psychotrauma. 2 exemples parmi d'autres. Le maintien d'une ligne d'écoute dédiée aux victimes adultes qui ont subi des traumas dans leur enfance, pour ne citer que ces exemples-là. Dans le CIE, l'autre volet très important pour moi, vous l'aurez compris, c'est le renforcement de notre action en faveur des enfants vulnérables et protégés. 4 points forts, pardonnez-moi. La création de scolarité protégée. Vous avez parlé, Madame la Présidente, de l'insertion des jeunes majeurs. On sait que, en fait, depuis le début de la scolarisation des enfants, en particulier de ceux qui sont confiés à des établissements ou à des familles d'accueil, on sait tout ce que nous ne faisons
pas comme nous devrions faire, c'est-à-dire un renforcement de la présence de l'école dans les structures, le renforcement de la présence de l'école aux côtés de ces enfants dans leur parcours. C'est 15 millions d'euros que le ministre de l'Éducation nationale et moi-même avons annoncé, que nous prenons sur le plan d'investissement, parce que pour nous, c'est symbolique. Ces 15 millions, c'est de l'investissement pour l'avenir, et c'est évidemment de l'investissement pour ces enfants bien mérités. Nous avons annoncé, même si nous devons attendre la fin du temps législatif, la généralisation de santé protégée, et nous développerons santé psy protégée, qui nous paraît évidemment être un élément tout à fait essentiel. Dans le champ du handicap, le renforcement de la contractualisation entre enfance, État, département et ARS, avec un doublement 50 millions d'euros de l'enveloppe dédiée aux enfants protégés en situation de handicap. Nous avons évidemment un grand sujet, comme j'ai dit, ASE handicap. Et puis, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs, la création du PAC jeunes majeurs, avec d'abord quelque chose de très pratique, constitué d'éléments numériques et sur papier, c'est-à-dire la constitution d'un pack d'informations sur le droit de ces enfants à leur remettre dans leur 17e année avant qu'ils passent à la majorité, pour qu'ils sachent à qui s'adresser, comment construire leur post-majorité, quel papier il faut faire. Enfin, c'est très concret, mais c'est des enfants déjà... Les enfants qui sont entourés de parents et les parents qui sont entourés d'enfants ne savent pas toujours ce qu'il faut faire à la majorité. C'est dire comme les informations doivent passer auprès de ces enfants. Au-delà du rappel des démarches à effectuer, des recensements des dispositifs et des solutions existantes, de ces facilités aux ressources des services publics, nous avons annoncé un soutien financier pas facile à appeler, coup de pouce de 1 500 € pour les jeunes sortant de l'ASE à majorité pour faciliter leur accès à l'autonomie. Je pourrais revenir sur ce sujet. Nous avons établi, et vous le savez, que le pécule tel qu'il avait été prévu dans la loi de 2016 est injuste. Les enfants qui n'ont pas de famille n'ont pas de pécule, parce que le pécule est basé sur l'allocation de rentrée scolaire. Pas de famille, pas d'allocation, pas de pécule. Donc, on pourra rediscuter, évidemment, mais je pense que c'est très important. Orphelins et pupilles de l'État n'ont pas de pécule. Et puis, pour différentes raisons, les familles n'ont pas d'allocation, ils n'ont pas plus de pécule. Enfin bref, on avait une forte injustice. En moyenne, c'était 700 € qui étaient versés pour les enfants. On passe à 1 500 € en étant effectivement très vigilant à ne pas enlever les droits acquis sur le pécule. On va mettre en place un dispositif de restitution. Voilà. L'objectif, c'est de faciliter tout ça. Je ne veux pas être plus longue, vous dire quand même, c'est très important, que les annonces que nous avons faites là au CIE sont des annonces sur lesquelles nous avons travaillé. Nous n'avons pas voulu préempter le temps politique que la Première ministre a annoncé devant les départements de France il y a quelques jours, temps politique qui aura lieu avant les vacances de fin d'année, où nous réunirons les ministres les plus engagés, c'est-à-dire le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur et de la Justice, le bureau de département de France et les départements qui y seront associés, pour un temps politique fort, pour que État et départements s'alignent sur les priorités et les moyens à mettre pour sortir de la crise de la protection de l'enfance. Je le redis, ce qui s'est fait hier n'est pas une réponse à la crise que nous traversons. Ce sont des points apportés par l'État auprès des départements. Nous aurons un engagement politique beaucoup plus fort au mois de décembre avec les départements sur ce sujet. Je ne veux pas être plus longue, je m'arrête pour les questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, on va faire un premier tour de table par groupe. Chers collègues, nous sommes nombreux, donc je serai intransigeante sur les 2 minutes cette fois-ci, bien pour que personne ne soit frustré de ne pas pouvoir intervenir s'ils ont des questions par la suite. Premier orateur de groupe, j'ai Monsieur Éric Pouillat. Ouais, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la Première ministre et vous-même, Madame la Ministre, avez pris part au 3e comité interministériel à l'enfance. La Première ministre y a décliné 4 objectifs. Vous les avez rappelés: renforcer les moyens de ceux qui protègent nos enfants, assurer une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences, améliorer la formation sous toutes ces formes de violences et sensibiliser les citoyens. Ces objectifs se matérialisent dans un plan d'action ambitieux que vous coordonnez avec la détermination que nous vous connaissons, Madame la Ministre. Parmi les mesures prévues, je souhaiterais en particulier revenir sur la mobilisation de l'État en faveur des enfants protégés et vulnérables.
Ma première question porte sur la création du dispositif de scolarité protégée. Vous en avez commencé à l'aborder. Il s'agira donc d'une feuille de route partagée entre l'école et les acteurs de la protection de l'enfance pour soutenir la réussite et l'ambition scolaire des enfants protégés. Pourriez-vous revenir plus amplement sur les dispositifs qui seront mis en place en la matière ? D'autres actions visant à accompagner ces enfants dans la citoyenneté et l'insertion sont également développées, et notamment question de mentorat, de parrainage et d'éveil républicain des enfants protégés. L'école républicaine connaît, comme nous le savons, des difficultés dans sa mission essentielle consistant à faire des républicains. Ce constat est d'autant plus fort pour les enfants protégés et vulnérables. Pourriez-vous nous développer les orientations prévues en la matière ? Enfin, un dernier mot sur les annonces de la Première ministre au département de France. Une enveloppe conséquente de plus de 230 millions d'euros a été mobilisée pour les aider à financer leurs dépenses de protection de l'enfance et d'aide à l'autonomie. Pourriez-vous revenir sur les relations entre l'État et les départements en matière de protection de l'enfance ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Madame Caroline Parmentier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la sextorsion, le pédopiégeage, le grooming, les contenus pédopornographiques sont autant de pièges numériques nouveaux utilisés par des prédateurs en ligne et qui menacent nos enfants. Bien souvent, les parents sont insuffisamment informés et armés face à ces nouveaux dangers. On sait que des enfants, parfois âgés de moins de 13 ans, accèdent aux services proposés par les entreprises du numérique et y livrent des données sensibles sur eux-mêmes, des images, des vidéos, des informations sur leur identité. Ils peuvent alors être approchés par des prédateurs sexuels qui obtiennent des contenus intimes, puis les menacent de les diffuser ou de les exploiter ou qui les contactent pour obtenir leur confiance et à terme des faveurs sexuelles. Le 7 novembre dernier, de nombreuses entreprises du numérique, Meta, Google, Twitch, Discord ou encore Roblox, ont lancé un programme commun visant à lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est le projet Lanterne, qui permet d'informer les différentes sociétés membres lorsqu'un utilisateur sera identifié comme malveillant, afin de procéder à un filtrage. Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette coalition et quel lien votre ministère et plus largement le gouvernement comptent entretenir avec ce programme ? Et même s'il y a lieu de se féliciter bien sûr d'une telle initiative, également peut-être les garde-fous que la France mettra en place pour éviter toute dérive de la part de ces entreprises privées. Est-ce qu'une telle innovation ne traduit pas aussi l'incapacité des États à lutter efficacement contre la pédopornographie en ligne? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Marianne Maximi. Oui, merci beaucoup. Alors, Madame la Ministre, moi, je vais vous dire, en fait, la déception et la colère qui est la mienne suite à ce 3e comité interministériel aux droits des enfants, cette journée si importante, vous l'avez dit. Déception et colère parce que les annonces ne sont absolument pas à la hauteur. Déjà, aucune annonce sur le fait que des enfants dorment à la rue dans notre pays, partout, dans toutes les villes. Pas d'annonce sur le fait que des enfants sont privés de scolarité faute d'AESH. Et encore moins d'annonces. Alors j'entends que maintenant, il faut attendre décembre pour avoir des annonces politiques sur la protection de l'enfant. Je le rappelle ici, ce secteur s'est littéralement effondré. Il est effondré parce que les professionnels partent, parce qu'il n'y a plus de place, parce que les enfants ne sont plus protégés, les mesures ne sont plus exécutées, et c'est des milliers d'enfants qui patientent à leur domicile d'être accompagnés. Ce secteur s'effondre et qu'est-ce que vous avez à nous répondre? Pour l'instant, création des postes dans le 119. Il y a déjà des postes non pourvus. Le problème, c'est l'attractivité. À quel moment vous allez annoncer des hausses de salaire, de la considération pour les professionnels qui travaillent dans la protection de l'enfance? Vous nous annoncez 1 500 € pour les enfants à leur majorité. Normalement, en plus, il y a une loi qui n'est même pas respectée par les départements, c'est celui des contrats jeunes majeurs. Les départements sont hors la loi, n'accompagnent pas les jeunes jusqu'à 21 ans, comme c'est dans la loi Taquet. Vous nous annoncez une cérémonie pour la majorité, juste avant de les mettre à la rue, en fait. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est vraiment dangereux d'avoir un discours, de ne pas être à la hauteur. On attend des annonces sur les salaires des professionnels, on attend du recrutement d'assistantes familiales, on attend des places, on attend que les départements fassent leur travail de protection, et si ce n'est pas le cas, que l'État le fasse à leur place. Vous avez un secteur, aujourd'hui, je vais parler juste par exemple des jeunes enfants. Le temps d'accueil dans le département du Puy-de-Dôme dans une pouponnière se situe entre 18 et 24 mois. En sureffectif, avec un turnover quotidien pour ces enfants qui développent des syndromes d'hospitalisme. La situation, elle est déplorable. Et je suis désolée, là, les annonces, moi, me mettent excessivement en colère. C'est le cas de toutes les associations que j'ai pu consulter depuis hier. Alors, décembre, encore une fois, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Moi, j'attends des annonces claires. J'attends des moyens. J'attends des recrutements. J'attends un discours politique à la hauteur. Mais là, vous êtes... Franchement, c'est grave. Les enfants, aujourd'hui, sont en danger dans notre pays. Et l'État est un très, très mauvais parent. Merci beaucoup. Madame Alexandra Martin. Merci. Madame la Ministre,
La prostitution des mineurs est un phénomène en expansion qui nécessite une attention particulière. Les chiffres sont inquiétants et déclarés bien en deçà de la réalité. Par an, ce sont entre 7 000 et 10 000 mineurs qui seraient victimes de prostitution. En novembre 2021, un premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs voyait le jour. S'en suivait en août 2022 une grande campagne de sensibilisation. Pourtant, aujourd'hui, la situation continue de se dégrader. Dans mon département, les Alpes-Maritimes, l'association Agir pour le lien social et la citoyenneté s'est vue confier la mission d'établir un état des lieux de cette problématique. En à peine 4 mois, ont été recensés 27 mineurs azuréens, 24 filles et 3 garçons, se trouvant avec certitude en situation de prostitution ou de suspicion de prostitution. Les mineurs ainsi identifiés entre 14 ans et 17 ans. Mais leur entrée dans la prostitution, on le sait, est souvent antérieure. L'une des rares constantes de cette étude est que ces adolescents ont subi un traumatisme dans leur enfance, parfois plusieurs, de la violence intrafamiliale au premier rapport sexuel dans un contexte d'agression. De plus, même si l'on constate une surreprésentation des jeunes issus de milieux défavorisés, aucune origine sociale ne semble épargnée par ce phénomène de prostitution précoce. Que comptez-vous donc mettre en place pour endiguer enfin ces phénomènes inquiétants de prostitution des mineurs? Merci. Merci beaucoup. Et pour conclure ce premier tour de table, Madame Maud Petit. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en cette semaine particulière pour le droit des enfants, à la suite de la Journée internationale pour le droit des enfants, notre délégation est particulièrement fière et heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Le plan 2023-2027 qui a été présenté hier par Madame la Première ministre est une pierre supplémentaire à l'édifice que nous portons ensemble pour la protection et la promotion des droits de l'enfant. Je voudrais saluer ici tout le travail qui est effectué depuis votre nomination, Madame la Ministre. Votre écoute est précieuse et je le crois sincère, et l'engagement de l'ensemble du gouvernement dans ce plan représente un signal fort et attendu par la société. Alors plusieurs points ont attendu mon attention. Tout d'abord, je voudrais saluer votre engagement pour la lutte contre toutes les formes de violence et donc notamment les violences éducatives ordinaires. Vous vous en souvenez, nous avions déjà eu l'occasion d'en échanger, en particulier autour de la nécessité d'une campagne d'information pour accompagner la loi du 10 juillet 2019. Les associations avaient aussi appuyé cette nécessité. C'est désormais concret et cela constitue une avancée notable dans l'information aux parents. Mais comment cette campagne s'articulera-t-elle ? Ensuite, je voudrais saluer la prise en compte des problématiques de santé du plan qui encourage l'activité physique et sportive chez nos enfants. Nous le savons, la prévention en santé est essentielle. Elle passe par le mouvement, elle s'apprend dès le premier âge. Est-ce que vous pourriez nous détailler, Madame la Ministre, les mesures phares, en tout cas, de ce plan? Enfin, et c'est aussi un sujet que j'avais évoqué dernièrement avec vous, vous savez qu'il me tient à cœur, la Civis, dans ses recommandations, a inscrit l'imprescriptibilité des violences sexuelles faites aux enfants. Je soutiens, vous le savez, depuis mon premier mandat, cette proposition. Et je voudrais rappeler que notre collègue sénateur Xavier Iacovelli porte une proposition de loi en ce sens. Avez-vous, au regard du rapport rendu par la Civis, reconsidéré cette question? Je vous remercie, Madame la Ministre. Et pardonnez ma voix. Merci beaucoup à toutes et tous pour ces questions variées et concises. Madame la Ministre, je vous laisse maintenant la parole pour répondre à ce premier lot de questions. Alors, dans l'ordre, et en essayant de ne pas me perdre, Madame la Présidente, s'agissant de la gouvernance et de la coordination, j'ai installé hier le 9e Conseil départemental de protection, il y a 2 jours, à Marseille. Nous avons décidé de dédier les 10 ETP qui étaient affectés à mon ministère en les présentant comme délégués à la protection de l'enfance et aux violences faites aux enfants. Ils seront recrutés, on va travailler la fiche de poste puisque j'ai eu la validation, ils seront recrutés dès que possible, tout début janvier 2024. La fiche de poste est prête et nous avons fixé des cadres experts positionnés auprès des préfets. Ils assureront la coordination avec les départements, ils assureront les préparatifs pour la contractualisation et ils déclineront au niveau local le plan de lutte contre les violences, les plans prostitution, pour répondre à votre question, madame. Donc pour nous, ce sont des acteurs très importants. J'ai décidé de concentrer les moyens sur ces 10 CDPE et ça répond effectivement en partie aux autres questions parce que je pense que s'agissant de la lutte contre les violences et de la protection de l'enfance,
il y a une co-responsabilité et que les choses se jouent sur le terrain avec, bien évidemment, les départements pilotes de la protection de l'enfance, l'État avec ses responsabilités, sa responsabilité régalienne, dedans je mets la sécurité, la justice, l'éducation nationale, la santé, voilà, pour ne parler que de ça, bien sûr les politiques de la ville qui sont extrêmement importantes pour les enfants, et le secteur associatif qui est très présent, très construit dans notre pays et qui ne peut pas être écarté et qui joue énormément de choses au niveau du territoire. Donc ces 10 délégués seront tout à fait essentiels et la gouvernance expérimentée comme ça, pour nous, est importante. J'aurai une première réunion avec l'ensemble des représentants des préfets dans quelques semaines avant, pour avoir déjà le retour des premiers CDPE qui ont été mis en œuvre plus rapidement que les derniers. Il faut toujours des dialogues politiques pour arriver à nos fins. S'agissant des décrets d'application de la loi du 7 février 22. D'abord, vous dire que, à la demande de la Première ministre, comme beaucoup de décrets d'application relevaient évidemment, imposer des obligations supplémentaires aux départements, depuis que je suis arrivée dans mes fonctions, l'ensemble de nos projets de décrets, outre le fait qu'ils passent devant le CNPE, devant un certain nombre de commissions obligatoires, je les travaille avec le département de France. C'est à la fois constructif et parfois ça met un peu de temps, parfois ça met trop de temps. Dans les derniers mois où nous avons eu quelques tensions, c'est rien de le dire, beaucoup de décrets étaient un peu en attente de confirmation par département de France. C'est aussi pour ça que nous avons pris un peu de retard au-delà de la technicité de certains décrets. Nous avons, parmi les décrets qui ont fait l'objet de beaucoup d'échanges et pas beaucoup d'issues, il y avait bien sûr le décret hôtel. Nous avons considéré que, puisque l'obligation était le 1er janvier 2024, le décret provisoire que nous avions prévu de prendre pour 2022-2024 nous paraissait sans objet vu la date à laquelle nous sommes. Nous sortirons le décret, évidemment, avant le 1er janvier 2024 sur les hôtels pour que cette obligation soit effective, étant entendu qu'il ressort en tout cas des 10 départements CDPE que quasiment tous ne mettent plus de mineurs de moins de 16 ans avec fragilité en hôtel. Restent les mineurs de 16 à 18 ans, souvent des mineurs accompagnés, qui ne sont plus des mineurs non accompagnés, mais des mineurs accompagnés issus de l'immigration. C'est un travail que nous sommes en train de finaliser avec eux. Et reste évidemment les hôtels pour les personnes se prétendant mineurs non accompagnés, qui reste un sujet évidemment devant nous. S'agissant du reste des décrets, globalement, tout sera évidemment sorti avant le 1er janvier, à l'exception, comme toujours, des décrets sur les fichiers, puisque là, les dialogues avec la CNIL sont d'une richesse évidemment toujours intéressante, mais ça prend un tout petit peu de temps. Cher Éric Pouillat, sur la santé, sur scolarité protégée, vous dire que notre objectif est d'une part d'avoir un dialogue entre l'école et les départements, un référent à l'ASE, un référent à l'éducation nationale qui se parlent sur ces sujets-là. La simplification du quotidien. Il n'est plus possible qu'un gamin loupe une sortie scolaire parce qu'il n'a pas la signature de son père ou de sa mère qui, de toute façon, viendra dans 15 jours. Ça, c'est plus acceptable. L'accélération de toutes les procédures d'inscription et de réinscription, notamment quand les enfants subissent des ruptures de placement, donc des ruptures d'école. Pas possible qu'on reste avec des semaines et des semaines sans scolarité. C'est de moins en moins le cas dans certains territoires, mais dans d'autres territoires, ce n'est pas acceptable. Évidemment, les référents ASE et EDUC contribueront à partager des formations communes, à construire des formations communes sur les enjeux de la protection de l'enfance, mais aussi les enjeux de chaque territoire, puisque chaque territoire a ses spécificités. On a parlé de la prostitution, certains sont plus touchés que d'autres, même si, hélas, je crois que plus personne n'est à l'abri de tout ça. Plus important encore pour moi, les 15 millions d'euros. On était à 400 000 euros, on passe à 15 millions d'euros sur ces appels à projets. L'idée étant au quotidien de renforcer l'aide aux devoirs, de renforcer les temps d'évaluation de chaque enfant avec des rendez-vous réguliers dans leur scolarité pour voir leur dynamique, soyons positifs, leurs problématiques, hélas très fréquemment, et leurs souhaits d'orientation pour les accompagner dans leurs souhaits d'orientation. Un sujet avec le CNED aussi, vous savez qu'un certain nombre d'enfants ne peuvent pas à l'école, ne peuvent plus aller à l'école, ont du mal à être scolarisés. Le CNED va monter un dispositif pour que ces enfants puissent assister à certains modules et avoir un petit truc en plus parce qu'ils auront assisté à un module, même s'ils ne sont pas dans leur scolarité. Et le CNED aussi développera
de l'accompagnement pour les éducateurs et pour les personnels qui sont dans les structures de foyer, parce qu'évidemment, chaque parent qui s'y est attelé a découvert les plaisirs de Parcoursup. Pour un éducateur qui a 18 enfants autour de lui et qui doit inscrire quelqu'un en première, c'est évidemment un parcours du combattant. Donc l'idée, évidemment, est d'accompagner tout ça. C'est pour vous donner quelques exemples, et pour moi, c'est extrêmement important d'accompagner. Et alors, vous dire aussi qu'il était pour moi essentiel de poser cette première brique avec le ministre de l'Éducation nationale pour pouvoir y accrocher la brique enseignement supérieur. Encore il y a quelques jours, une jeune fille qui souhaite faire une haute école et à qui on conseille gentiment de faire un BTS parce qu'on n'est pas sûr qu'elle fasse quelque chose après ses 20 ans. On ne peut plus accepter que ces enfants ne soient moins dans les études secondaires et qu'en plus on leur préconise plutôt de faire cours pour être très très vite autonome. C'est un des enjeux. Vous imaginez bien que la Première ministre est particulièrement sensible à ce sujet. Dans les autres questions sur les relations État-département, je pourrais en parler des heures, je vais rester assez sobre. Ce qui était important, c'est le discours de la Première ministre qui a quand même parlé pendant un quart de son temps de la protection de l'enfance à l'occasion de l'Assemblée des départements de France, avec deux choses. D'abord, une aide réévaluée sur la prise en charge des personnes se prétendant mineurs non accompagnés, donc une augmentation de l'enveloppe à hauteur de 100 millions, et puis aussi la formalisation d'une méthode de travail. Alors, on peut dire que décembre, c'est dans trop tard, mais c'est hélas dans quelques jours. Déjà, c'est toujours trop tard. De toute façon, sur ce sujet-là, le temps me pèse autant qu'à vous, Madame Maximi, croyez-moi bien. Je suis aussi sur le terrain. Je vois la situation des éducateurs, je vois la situation des enfants. J'y vais régulièrement. J'ai déjà visité 42 départements. Je ne dépasse pas le Puy-de-Dôme, j'avoue, mais j'irai bientôt. Voilà. Simplement vous dire que l'idée est la suivante. Nous avons des compétences et des responsabilités partagées. On ne peut pas dire au département qui ne veut pas de la recentralisation, on se le dit aussi. Hein, bon, voilà. On ne peut pas dire au département qu'ils sont les seuls responsables et on ne peut pas dire à l'État qu'il est le seul responsable. Il nous faut un accord, et un accord maintenant qui dépasse les constats. On m'a demandé des états généraux, j'ai dit non aux états généraux. On laissait les constats, vous le savez, je le sais. Je ne vais pas vous dire que ça m'empêche de dormir, mais vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est vrai, on les connaît. Donc maintenant, il faut qu'on ait des choses concrètes. Ces choses concrètes, on va se mettre d'accord. Ça passe par des choses assez simples comme avoir des chiffres partagés. Et arrêtez, voilà, pas 20, pas 30, pas 50, au moins 10, ouais, des choses, mais qu'on avance, qu'on arrête de se regarder tous en chien de fusil en disant que ça n'avance pas, ce n'est pas possible. Voilà, le sujet de l'attractivité des métiers, évidemment, au cœur, c'est la mission des CDPE aussi, et c'est des choses dont les CDPE sont saisis, s'occuper des professionnels sur le terrain. Bien sûr, les sujets santé, handicap, je vais pas m'étaler dessus, très important, une enveloppe de 50 millions d'euros donnée sur ce sujet-là. Toute cette problématique tout à fait essentielle. Il faut qu'on se mette d'accord. Il ne faut pas que les départements nous disent « reprenez les délinquants, reprenez les enfants en situation psychologique, reprenez les étrangers, laissez-nous les enfants qui vont bien ». Ils vont par définition pas bien, de toute façon. Donc voilà. Donc ce moment-là, moi j'y compte, et j'y compte pas toute seule. J'aurai à mes côtés la Première ministre s'y engager, les ministres les plus essentiels, ils sont tous importants évidemment, mais santé, éducation, enseignement supérieur, travail. Le ministre de Travail était hier au comité interministériel de l'enfance. Évidemment, justice, intérieur, sur tous ces sujets-là, pour qu'on se parle franchement et qu'on se dise, voilà les priorités. Vous imaginez bien qu'il y aura des sujets très importants. Les mineurs non accompagnés, une réalité aujourd'hui que nous reprenons de plein fouet, et il faut en avoir conscience. Voilà. À Marseille, c'est aujourd'hui un point de bascule. Il faut le mesurer, il faut accompagner. On ne peut pas se regarder en disant c'est à vous, c'est à moi et c'est au milieu. S'agissant du numérique, évidemment, un combat extrêmement important. Madame Parmentier, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc, vous rappelez quand même que nous avons fait le bilan avec Jean-Noël Barrot à l'occasion du Paris Peace Forum de la première année du laboratoire de la protection des enfants en ligne, priorité placée en haut par le président de la République lui-même quand nous avons pris nos fonctions, avec tout un plan qui va de plusieurs choses. La responsabilisation des plateformes, l'évolution des textes. Jean-Noël Barrot a porté un texte important. Des députés ont porté des textes importants. M. Marcangeli, bien sûr, mais après M. Studer, après évidemment M. Balanant. Tous ces textes-là constituent un corpus. On peut dire qu'on est quand même précurseur. La France est précurseur pour l'Europe et l'Europe nous suit. J'ai entendu hier notre conseiller européen Thierry Breton dire quand même des choses extrêmement fortes sur ça. Donc on les stimule.
Dialogue, responsabilité et pas de naïveté avec les plateformes, soyons très très clairs. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que moi maintenant, quand j'appelle sur un contenu qui me paraît délirant, du type un jeu stupide où on se pince les joues pour avoir un bleu sans avoir de bleu, etc., les plateformes réagissent, elles ont conscience qu'il y a évidemment un sujet fondamental qui est dans leurs mains. Vous dire que sur la santé mentale, nous travaillons aujourd'hui à faire des propositions qui devraient même être portées par le président de la République. Donc vous ne m'en voudrez pas si je ne rentre pas dans les détails pour lui laisser la primeur de ces annonces. Mais écran, protection des enfants au numérique, c'est un parcours, enfin c'est un combat de nous tous. Le ministre de l'Éducation nationale va généraliser PIX à partir du CM2. Je lui ai même dit qu'il pouvait attaquer au CM1 parce que ce matin, grâce à Perrine, nous avons constaté que la plupart des enfants de 9 ans ont un smartphone. Donc ça nous permet de nous dire qu'il faut quand même attaquer très fort. Mais évidemment, c'est très important. Ce qui est un peu plus compliqué, alors, c'est toucher les parents. Parce qu'évidemment, selon les niveaux sociaux, les capacités linguistiques. Alors, tout le monde a conscience qu'il y a un problème. Moi, je vois des mamans en pied de tour qui me disent « Moi, mon gamin qui est sur le canapé et qui ne va pas jouer au foot, j'ai un problème. » Donc, tout le monde a conscience, mais apporter les bonnes informations aux parents, ce n'est pas le plus simple. Le ministre de l'Éducation nationale et Jean-Noël Barrot travaillent sur un PIX parent. Est-ce qu'il ne va pas simplement connecter avec le CSP+, c'est un peu le sujet que nous avons sur ça, évidemment, tout à fait essentiel. Alors, pardon, le programme Lanterne, il nous est arrivé, je pense que selon la stratégie du président, dialogue sans naïveté, on ne peut pas ne pas prendre en compte la démarche que viennent de faire les plateformes. On sait parfaitement comment elles sont stimulées aussi. Je vous rappelle que 40 États américains ont assigné Meta en responsabilité pour la santé mentale de leurs enfants. Donc, ce n'est pas totalement anormal que Meta, tout d'un coup, se stimule sur ce sujet. Nous, dialogue, responsabilité, pas de naïveté, mais le dialogue, il existe, et particulièrement en France, où nous avons des relations avec les relations publiques de ces plateformes qui sont assez denses. Je vous rappelle quand même qu'au sein du laboratoire de la protection de l'enfance, toutes les plateformes sont représentées, et le président directeur de TikTok était auprès du président de la République, il y a eu une bilatérale avec le président de la République. J'ai eu un échange après avec lui, je crois qu'il a quand même compris le message. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la diplomatie à la fois internationale et technologique. Ça, je crois, bien avancé sur le terrorisme et la haine en ligne. Et on avance, le bilan n'est pas négatif sur la partie protection de l'enfance. Vous m'avez interrogé, alors, attendez, que je ne fasse pas, voilà. Alors, non, Madame Maximi, sur la situation des enfants en situation de handicap, on ne peut pas dire que beaucoup de choses n'auront pas été faites. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont insuffisantes, mais bon, le statut de l'AESH a été travaillé par le ministère de l'Éducation nationale. La formation et la revalorisation existent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que bientôt, on aura plus d'AESH que de professeurs des écoles, compte tenu, c'est le deuxième corps de l'Éducation nationale, ce sont aujourd'hui les AESH, pour ne pas dire de bêtises, 30 000 AESH. On a des classes où on a 2 ou 3 AESH. C'est un sujet tout à fait essentiel. Nous avons conscience avec le ministre de l'Éducation nationale et bien sûr avec Fadila Khattabi que le sujet, c'est d'apporter le médico-social dans les écoles, pas dans les classes nécessairement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, avec effectivement des parcours possibles pour les enfants dans la classe ordinaire et dans la classe extraordinaire au même endroit pour que les enfants passent. Voilà. 50 000 solutions annoncées dans la Convention nationale handicap, une partie dédiée aux enfants de l'ASE, une autre partie dédiée aux enfants tout court. Ce sont des millions, des centaines de millions d'euros mis sur les enfants en situation de handicap, après des milliards d'euros mis, je suis très mauvaise en chiffres, donc je vais re-regarder ce qu'on a déjà mis sur l'école inclusive depuis le début du quinquennat. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'est saisi, en particulier parce qu'on se rend compte qu'on a une évolution, et ça rejoint d'ailleurs les sujets qui seront posés, je crois, tout à l'heure dans l'hémicycle, l'impact de l'environnement et tous les sujets qui font que nous avons plus d'enfants que nous décelons avec des troubles du neurodéveloppement. Nous avons plus d'enfants, indépendamment de ça, qui ont des troubles de comportement qui peuvent être liés à des troubles de l'apprentissage, à des violences dans les familles. On est plus sensible, on repère plus, on a de plus en plus de monde. Et objectivement, on rattrape un retard, un énorme retard, pour ne pas dire le fait qu'on n'avait pas démarré avant 2017. Voilà, donc ce sujet-là, je peux dire que tout le monde, on est plusieurs à être particulièrement concernés par cela. Alors, je voulais vous dire sur les violences éducatives ordinaires, d'une part que nous avons décidé qu'il serait inscrit expressément
la loi et les numéros utiles dans les carnets de grossesse et les carnets de santé, puisque c'est bien de ça dont on parle. Je voulais aussi vous dire que nous maintenons la contractualisation dans les entretiens prénataux et postnataux. On y mettra d'ailleurs probablement un peu de numérique dans ce sujet du carnet de grossesse et des entretiens prénataux et postnataux, puisqu'on ne veut pas se mentir, on a vraiment une situation aussi catastrophique sur les bébés et le téléphone. Vous avez tous vu des perches devant les poussettes, après les perches devant la Tour Eiffel. Vraiment, c'est quand même assez scotchant. S'agissant des campagnes, je n'ai pas encore totalement arbitré, mais on est plutôt pour partir sur la prochaine campagne dans le sport, parce qu'au travers de la campagne sport, on a le sujet des violences sexuelles et on a aussi les sujets des violences psychologiques et ordinaires dans le sport. Et c'était aussi une manière de couvrir 2 ou 3 sujets de management, de rapport à la compétition. Petit souffle après la semaine pour redémarrer sur la campagne de 2024. Mais de toute façon, comme nous l'avons fait dans la campagne 2023, grâce aux travaux de mes équipes, on met un peu les gens autour de la table, on réfléchit sur le sens du message qu'on veut passer et on parle évidemment avec les associations qui portent cela. Le sujet, évidemment, très rapidement, même si le logement d'urgence, on n'a jamais eu autant de places de logement d'urgence. On sait quelle est notre difficulté. Le logement d'urgence, on n'a pas assez de personnes qui en sortent. Voilà. Donc, on a un flux migratoire qui reprend avec des mineurs non accompagnés ou des personnes se déclarant mineurs non accompagnés et avec des familles qui arrivent en flux continu et qu'il nous faut héberger en flux continu alors qu'on ne sort pas des dispositifs d'urgence. Je voulais quand même vous dire que nous avons arbitré, pardonnez-moi, le fait dans les 20 départements qui assurent 90% de l'hébergement d'urgence, de renforcer chaque département de 4 ETP, donc de 4 personnes, de travailleurs sociaux et de 2 coordinateurs expressément dédiés aux familles accueillies en hôtel pour continuer à faire ce que nous faisons déjà, mais renforcer le retour ou l'accueil à l'école. On a récupéré l'année dernière 3000 enfants qui n'étaient pas scolarisés pour les remettre à l'école. Là, on met 6 personnes de plus pour les 20 départements les plus grands pour aller chercher les familles, scolariser et repérer bien sûr les enjeux de santé, parce que qui dit mal logement dit santé, scolarité, etc. etc. Donc ce sujet-là, pour nous, oui, ce n'est pas acceptable d'avoir des enfants qui dorment dans la rue, mais on se le dit quand même, ce ne sont pas les mêmes enfants qui continuent à dormir dans la rue, ce sont des enfants, la plupart du temps, issus de l'immigration très récente, et le problème, c'est effectivement le flux et la capacité à aller vers du logement pérenne pour un certain nombre de personnes qui viennent d'arriver et qui ne sont pas nécessairement en situation administrative. Et puis, on a eu ce matin des chiffres sur le respect du logement social dans nos villes, etc. etc. À quoi je n'ai pas répondu le contrat jeune... Alors, imprescriptibilité. Je ne peux pas m'autoriser à avoir un point de vue ferme et déterminé sur ce sujet-là. On a d'une part la douleur de victimes qui n'ont pas pu parler, qui ont parlé, qui parlent trop tard. On a bien sûr le sujet de l'amnésie traumatique, d'un côté. On a bien sûr les criminels sériels dont on retrouve à intenter les méfaits et pour lesquels des victimes ne peuvent pas être considérées victimes par la justice. Vous avez beaucoup fait en matière de prescription. On se le redit, dans les faits les plus graves, on peut poursuivre 30 ans après la majorité les criminels. L'imprescriptibilité des faits, d'abord, et ça c'est un débat sociétal, donc qui relève pour moi du Parlement, c'est savoir si on fait rejoindre les violences sexuelles dans le rang des faits imprescriptibles dans notre pays, qui sont les crimes contre l'humanité. C'est un choix qui ne peut pas relever de ma personne. La destruction que vivent ces personnes, elles s'appellent elles-mêmes les survivantes. Ce n'est pas à moi de qualifier si ils doivent rentrer, ces faits doivent rentrer dans le champ des crimes contre l'humanité. Le deuxième sujet, je m'interroge, et pardonnez-moi d'utiliser mes anciennes compétences de magistrate. Ne risquons-nous pas, 2 choses, de créer de la frustration aux personnes qui se verraient à nouveau dans des chiffres qui aujourd'hui posent déjà problème,
déboutés par la justice, parce que plus on est tard, moins c'est facile d'établir les faits, moins on a de témoins. C'est un sujet. Non, mais je le redis. Aujourd'hui, à 30 ans, voilà, à toujours plus de témoins, plus de lieux, plus de maisons, plus tout ça. La justice, elle établit des culpabilités avec les éléments à la date à laquelle elle est saisie. Donc voilà, et tout ça, ce sont des questions, ce ne sont pas des réponses, c'est des questions qui doivent être posées, à l'occasion peut-être effectivement de la PPL de M. Iacovelli, mais je pense que c'est quand même des questions qui doivent être travaillées plus largement, et je soutiens bien sûr tout l'engagement de Xavier, mais voilà, on est sur un sujet éminemment, ce n'est pas qu'un sujet de moyens, même si évidemment on peut se le dire, toutes ces enquêtes supplémentaires, comment les prioriser? Nous étions hier à l'Office mineur. Quand vous recevez aujourd'hui 500 signalements par semaine de pédocriminalité en ligne sur cet office, avec des petits enfants de moins de 2 ans qui se font violer, toutes ces questions-là, on ne peut pas avoir une réponse certaine. Je pense que c'est un débat. Il y a un message qu'on envoie aux victimes. Il y a un sujet par rapport à l'imprescriptibilité et au fait qu'on choisit de rendre imprescriptible. Et il y a derrière tout ça, ne pas créer peut-être plus de frustration. Je passe en disant quand même que parfois la date de prescription pousse certaines victimes à parler. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et je finirai en disant, mon Dieu, qu'on arrive à faire parler les gens plus vite et plus tôt pour qu'ils ne passent pas une vie entière en étant détruite. Alors, évidemment, mais se dire qu'on va pouvoir poursuivre jusqu'à 90 ans, je voudrais que les femmes et les hommes de ce pays puissent parler avant et être réparés avant leurs 90 ans. Voilà. Donc tous ces sujets-là, c'est un ensemble de valeurs, de niveaux différents qu'on ne peut pas mésestimer, et je ne peux pas le trancher, vous me comprendrez, ce n'est pas un défaut de responsabilité, mais ça me dépasse très clairement. Est-ce que j'ai oublié des choses? Alors, la prostitution, très clairement. Voilà un sujet qui aujourd'hui n'a pas été approfondi par la Ciivise. Voilà un sujet qui explose. Voilà un sujet qui traduit beaucoup de choses. Le rapport des enfants à leur corps et à leur sexualité. La vulnérabilité et la sexualité. Le rapport des adultes aux enfants. Voilà. Nous avons un sujet majeur. Vous avez eu bien raison, Madame la députée, de rappeler qu'on est loin de la situation de la jeune fille de 17 ans qui en fait 24 parce qu'elle s'habille comme si elle en avait 24. Je ne cesse de passer dans les juridictions en disant au procureur, si vous avez une petite affaire d'un majeur avec une fille ou un garçon de moins de 15 ans à m'envoyer aux assises directement conformément à la loi, ça me ferait quand même vraiment plaisir. C'est pas parce que c'est tarifé que ça relève pas de la loi et de ce que vous avez choisi en dessous de 15 ans, pas de consentement. Bon. Donc on a un sujet majeur qui se développe, qui sur certains aspects rejoint nos sujets migratoires, on le sait aussi, mais pas que. Pas que, ça touche nos campagnes, ça touche nos jeunes filles, de tous les niveaux sociaux. C'est un combat qui va rejoindre une stratégie du gouvernement, puisqu'on va faire un plan prostitution majeure, prostitution mineure avec des moyens travaillés notamment par la Milprof et par l'ensemble des équipes sur ces sujets-là, même si j'en fais pas qu'un combat féminin. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas chez les enfants, ce n'est pas qu'un combat féminin. La question peut se poser aussi d'approfondir ça dans un cadre plus large, peut-être la Civis 2. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions de certains collègues. Madame la ministre, devant intervenir sur la première question, des questions au gouvernement, nous serons obligés de le clôturer à 45 impérativement. Donc, je vais vous demander des questions d'1 minute concises au maximum. Alors, en premier, j'avais Madame Perron. Très rapide, je le dis 2 fois à Perrine parce qu'elle se fait toujours du souci quand je prends la parole. Madame la ministre, chère Charlotte, dans les annonces qu'a fait la première ministre et vous-même hier, il est un point à aborder à toute fin de cette intervention. Par ailleurs, je souhaite que nous ayons une attention particulière pour les enfants dans les Outre-mer. Donc, Philippe Vigier reviendra, mais enfin, les Outre-mer, Philippe Vigier soit, mais vous, protection de l'enfance. Et donc, Perrine et moi sommes allés fin juillet à Mayotte. Ce n'est que Mayotte, mais c'est déjà très parlant. Que comptez-vous voilà. Que comptez-vous faire? Et donc, je ne pose pas la deuxième question, c'était sur les formations des équipes de l'ASE. Merci beaucoup. Après, j'ai Madame Lavalette.
Merci Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je rebondirai un peu sur la question de ma collègue Caroline Parmentier sur la pornographie, les réseaux sociaux et les publicités au contenu hypersexualisé. Et je revenais à la charge sur ce site On s'exprime pour les 11-18 ans, conçu sous l'égide de Santé publique France, établissement public sous la tutelle du ministère, donc chargé de la santé. Et j'avoue qu'il y a plusieurs éléments qui, à mon avis, risquent de proposer, de faire l'effet inverse finalement de l'effet escompté. Je suis assez choquée de l'accessibilité du site à des jeunes de 11 ans qui posent dès la première page la mention pratique sexuelle, position, comment on fait, je répète 11 ans. On constate d'ailleurs que la mention déconseillée au moins de 12 ans apparaît sur la vidéo de présentation, mais enfin 11 et 12 c'est quand même pas très loin. À quel âge faire l'amour? À cette question-là, le site répond qu'il n'y a pas d'âge, que le bon âge c'est quand on se sent prêt, et je pense que ça peut être très angoissant pour un enfant de 11, 12 ou 13 ans, ou alors les gens qui ont fait le site n'en ont pas vu depuis longtemps, mais entamer sa vie sexuelle comme ça, je trouve ça compliqué, et à mon avis, le public auquel ce site s'adresse n'est pas le bon. Il y a de nouveau beaucoup de concepts incompréhensibles par les jeunes qui, à mon avis, risquent de poser quelques questions délétères. Et effectivement, oh, ça fait pas une minute, je pense. Si. Alors si je voulais juste vous dire que c'est vrai que vous avez fait quelques efforts parce qu'il n'y a plus les petits cartons colorés pour la brouette chinoise et le bateau ivre. Donc effectivement, les enfants n'ont plus ces représentations de Kamasutra pour les 11 ans. Néanmoins, ça serait sympa, je pense, qu'on les examine, qu'on les écoute derrière. Ici. Voilà. J'ai Monsieur Martinet. Merci Madame la Présidente. Madame la secrétaire d'État, j'ai une question qui est tout autant une alerte. J'ai été contacté récemment par des maternités de Seine-Saint-Denis qui m'ont évoqué la situation gravissime de femmes enceintes, de nourrissons en situation de sans-abrisme. J'ai appris à cette occasion que les services de l'État en Seine-Saint-Denis avaient pris la décision de diminuer de 2000 le nombre de nuitées hôtelières à disposition du 115 pour mettre à l'abri les personnes. Le résultat, c'est que malgré une surpriorisation, déjà le 115 ne prenait que les femmes enceintes de plus de 7 mois ou avec un enfant de moins de 3 mois, et bien avec cet objectif de réduction des places de nuitées hôtelières, ce n'est plus possible de prendre personne, parce que tout simplement, quand une personne quitte l'hébergement d'urgence, eh bien la place est fermée et il n'est plus possible d'y faire rentrer quelqu'un. D'où l'alerte des maternités qui, autant que possible, essayent de garder les personnes, mais se retrouvent aujourd'hui dans la situation où elles doivent remettre à la rue des femmes avec des nourrissons. Donc, j'ai deux questions, Madame la secrétaire d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette diminution? Et l'autre question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que l'augmentation de la mortalité infantile dans notre pays est liée à ce genre de décision, comme remettre des nourrissons à la rue? Je vais donner la parole à Madame Nicole Dubré-Chirat, s'il vous plaît. Merci, Madame, pour vos propos. Moi, je voulais revenir sur deux choses. La formation des personnes, même si on a avancé par rapport à la gendarmerie, police sur les violences faites aux femmes, on a quand même un large panel de gens à former en matière de repérage et de signalement. Parce qu'on sait que la difficulté, elle est souvent sur le signalement, y compris pour les professionnels de santé qui ont une difficulté entre secret professionnel et signalement. Et puis la deuxième chose, c'est sur l'éducation à l'école. On sait qu'on a nos fameuses 3 heures par semaine qui ne sont pas faites. Il y a un contenu qui est pas mal, même s'il doit être amélioré. Et le fait de pouvoir le faire par des gens peut-être extérieurs aux établissements, qui sont plus à l'aise avec les enfants. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Portier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme vous le savez, depuis plusieurs mois, plusieurs départements font face à des afflux importants de mineurs non accompagnés et sont débordés par ce phénomène-là, notamment les Alpes-Maritimes, dont on parle beaucoup. C'est aussi le cas du territoire de Belfort, qui refuse d'accueillir des jeunes aujourd'hui face à des afflux qui sont trop massifs. Des départements comme les Hautes-Alpes, la Savoie ou la Haute-Savoie, les villes de Lyon, de Paris sont aujourd'hui sous une vraie tension. Cette prise en charge pour les départements a un coût qui est extrêmement élevé et qui dépasse largement ce qu'on avait imaginé au moment des lois de décentralisation. Et face à cet état de fait, vous aviez déclaré il y a quelques semaines que vous étiez prête à envisager la recentralisation de la protection de l'enfance. Où en sont aujourd'hui vos réflexions? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour terminer, Madame Servan-Hugues.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, présentée en 6 objectifs, la nouvelle feuille de route du nouveau plan de lutte présenté hier entend notamment développer les données et les connaissances pour améliorer la prévention des violences et la protection des enfants. Il s'agit ici de réaliser enquêtes et travaux sur les violences faites aux enfants, d'améliorer notamment les transmissions d'informations et de bénéficier de données pour prévenir les infanticides. La recherche de données sur les infanticides va de pair avec leur éradication. Dans le champ du handicap, des infanticides sont aussi commis. Le contexte est néanmoins bien différent. Nous parlons de parents à bout, en détresse totale, pour qui la seule issue est de mettre fin au jour de leur enfant, souvent suivi de la leur. Mes propos n'excusent en rien cet acte effroyable, mais nous devons absolument prendre conscience du fait que leur situation se distingue d'autres cas de violence. Aussi, le gouvernement entend-il se pencher sur le cas spécifique des infanticides commis sur des enfants en situation de handicap et en ce sens adapter les enquêtes qui seront mises en œuvre pour recueillir des données? Je vous remercie. Merci. Alors très rapidement, j'en ai 2 derniers. On va y arriver. Monsieur Damien Maudet. Merci. Madame la Ministre, depuis 3 semaines maintenant, voire 4 semaines, quand on fait des maraudes à Limoges le vendredi soir, on tombe sur des enfants de 5, 6, 7 ans. Il y en a entre 5 et 10 qui dorment à la rue. Quand on appelle l'association qui gère l'hébergement d'urgence, on nous explique qu'ils ne remplissent pas les critères pour avoir un hébergement d'urgence parce qu'ils ne sont pas en bas âge, que bas âge ce serait moins d'1 an. Hier, ces enfants-là ont dormi dans une cave. La journée, ils vont à l'école. La veille, ils dorment dans une cave, dans une voiture. Des fois, ils ont de la chance. Ils peuvent dormir chez des amis, mais parfois c'est aussi à la rue. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je leur dis à ces familles? Parce qu'en fait, je vais y retourner vendredi, je vais les revoir, les associations, moi et d'autres, on donne de l'argent pour qu'ils puissent peut-être essayer de dormir à l'hôtel dans les prochains jours, mais je crois que c'est, à mon avis, au rôle des pouvoirs publics de le faire. Et franchement, on est désespérés, quoi. On ne sait plus quoi dire à ces familles-là. Il faut leur trouver un hébergement. C'est des enfants de 5, 6 et 7 ans à Limoges, mais il y a plein d'autres villes où ça arrive. À Tours, par exemple, un député héberge des enfants dans sa permanence. Et on a aussi à Lyon, par exemple, une autre députée qui squatte une école. Je veux savoir si c'est ça la solution pérenne. Merci beaucoup. Et Madame Le Boucher. Merci. Je me joins à la colère de ma collègue Marianne Maximi sur la situation et je vais vous parler de ma journée en circonscription hier qui était la Journée internationale des droits de l'enfant. Le matin, mobilisation des salariés, la protection de l'enfance qui se poursuit depuis l'été suite au décès d'un enfant de 3 ans qui avait une mesure de placement qui n'a pas été mise en œuvre. En Sarthe, c'est 400 mineurs en attente d'AEMO, 75 en attente de placement, un foyer dans un état de délabrement très très fort et donc 2 mineurs décédés en 2 ans. Fin d'après-midi, goûter solidaire dans une école où 3 enfants sont scolarisés dans cette école et sont à la rue le soir. Donc je me demandais où on en était de l'engagement d'Olivier Klein l'année dernière, de l'hiver dernier, de ne plus avoir aucun enfant dans la rue, avec aussi ces arguments du préfet qui dit, alors nous en Sarthe, c'est 3 ans. À partir de 3 ans, on n'est plus vulnérable pour être dans la rue, avec aussi des femmes seules à la rue dehors. Aujourd'hui en France, il y a 30 écoles occupées donc par un réseau de solidarité citoyen, alors que c'est à l'État de prendre cet engagement. Merci beaucoup. Madame la Ministre, je vous laisse répondre. Madame Lavalette, j'ai moi-même saisi le ministre de la Santé sur ce site qui me paraît totalement inadapté, point final. Je ne dirai rien d'autre. Voilà, pas besoin de m'étendre. Un peu gêné moi-même, logo gouvernement, à côté de ça. Un vrai sujet. Alors, je ne vais pas dire que c'est la même dynamique, mais je répète, on a dans les migrations qui reprennent un certain nombre de jeunes filles qui, pour des raisons parfois d'ailleurs bien involontaires, sont effectivement enceintes. On a des familles qui arrivent. Et quand vous parlez de situation, de solutions pérennes, pardonnez-moi, en fait, il ne peut pas y avoir de solution pérenne puisqu'on est dans un flux continu. Donc les solutions pérennes sont elles-mêmes, il faut les augmenter. C'est la difficulté qu'on a. Il n'y a jamais eu autant de places, il n'y a jamais eu autant de places d'urgence créées, il n'y a jamais eu autant de structures mères-enfants qui ont été créées. Mais quand on y passe tous, c'est mon cas quand je vais dans une structure mère-enfant, vous avez un quart des personnes au moins qui ne peuvent pas en sortir parce qu'elles ne peuvent pas accéder à du logement parce qu'elles sont en séjour irrégulier. Donc on a effectivement cette problématique-là, entre autres, et parce qu'on a un flux extrêmement important. Donc ce n'est satisfaisant pour personne. Je vais reprendre les arguments qui vous sont avancés sur l'âge des enfants. Ça me
paraît, en tout cas, c'est pas du tout les consignes qui avaient été passées il y a un an, qu'on a repassées il y a quelques semaines sur l'hébergement d'urgence des familles. Je vais reprendre dossier par dossier ce que vous m'avez dit sur la Sarthe et je réappellerai les préfets. Mais voilà, je le répète, on sait très bien que les familles passent plus facilement aussi les frontières et qu'après, on a plus de difficultés à les prendre en compte. C'est absolument inacceptable d'imaginer un enfant dans la rue. Mais je répète, ce n'est pas un enfant qui est nécessairement depuis 8 mois dans la rue. C'est des enfants qui arrivent et qu'on prend en compte au fur et à mesure avec ce n'est pas satisfaisant, on peut toujours faire mieux, il faut faire mieux, mais je vous en prie, ayez conscience quand même que c'est un flux continu et que ça suppose le développement continu de solutions. Sur le sujet des mineurs non accompagnés, on a exactement la même problématique. Après, 2 choses. Une pause liée à la crise sanitaire, mais aussi avec une diminution des enfants pris en charge, puisqu'un certain nombre sont arrivés à majorité et ont pu s'insérer. Nous arrivons aujourd'hui, avec les flux qui reprennent massivement, on a atteint les places disponibles. Donc les départements courent après la création de places. On voit qu'en matière de placement, et c'est un sujet qu'on doit travailler avec le ministère de la Justice et avec la justice, on a une explosion de 4 types de placements en même temps. Les tout petits, probablement par l'effet de ce que vous dites, l'hospitalisme, etc. Mais aussi parce qu'on est peut-être meilleur dans la politique des 1000 premiers jours et qu'on repère mieux et qu'on place plus. Les enfants en situation de violence, de tout âge. Les ados avec santé mentale dégradée, et on revient aux problématiques de handicap, etc. etc. Voilà. Et les mineurs migrants, voilà. Voire les mineurs migrants qui viennent avec leur famille. Donc ça fait beaucoup de monde en tension. Les départements courent après les places de placement. Ils n'en ont jamais autant construit en temps. Marseille, 2 pouponnières en construction. Donc, je peux continuer effectivement à dire qu'ils ne font pas leur travail, mais il faut qu'on constate, nous tous collectivement, qu'on n'a jamais eu autant d'enfants protégés qu'aujourd'hui dans ce pays. Plus de 300 000 enfants suivis, presque 200 000 enfants placés. Et on est toujours dans la même logique, placement, placement, placement. Une des choses sur lesquelles j'aimerais travailler avec eux, c'est revenir pour les familles qui sont installées chez nous plus en amont sur la prévention et l'accompagnement dans les familles pour éviter le placement. On ne peut pas continuellement construire de l'hébergement d'urgence et du placement pour les enfants en danger. Il nous faut travailler autrement un certain nombre de sujets. Je voulais simplement dire sur la formation des professionnels. D'abord dire que avec Agnès Firmin-Lebaudot, on a déjà diffusé la formation de la Civis. Avec Prisca Thévenot dans les structures dites périscolaires. Avec, évidemment, le ministre de l'Éducation nationale, la formation de la Civis est déjà sur EduxSchool. Je vous ai dit qu'il y aurait des référents dans chaque ministère pour structurer encore mieux, au-delà des violences sexuelles. Et surtout, on a déjà annoncé une préconisation de la Civis, qui est la création du 119 Pro, qui est le numéro auquel tous les professionnels pourront appeler, y compris les professions de santé qui sont effectivement extrêmement en difficulté sur un certain nombre de situations. Dire aussi que pour la responsabilité et la protection des médecins, il y a un texte qui est aujourd'hui dans la PPL Bien Vieillir, que nous attendons évidemment pour aligner le statut des médecins publics et privés et pour aligner le statut des médecins qui dénoncent des violences conjugales au statut des médecins qui dénoncent des violences sur enfants et sur personnes âgées. Donc ce combat-là, nous avons besoin du monde médical pour effectivement mieux signaler, mieux repérer. Alors après, dire quand même que l'Éducation nationale reste le premier pourvoyeur de signalement et qu'il y a une dynamique qui existe, le renforcement des CRIP qui a été fait par mon prédécesseur et que nous maintenons et tous les travaux autour de ça. Mayotte et les Outre-mer et la Guyane. Je dis volontairement ça parce que nous avons évidemment déjà un sujet augmenté peut-être par rapport à la métropole dans les enjeux d'enfance et de protection de l'enfance dans les Outre-mer, la distance, la création de dispositifs, le soutien des professionnels, l'accueil du petit enfant, etc. Donc des enjeux très importants. Le renforcement de la politique des 1000 premiers jours dans les territoires, très important. 2 spécificités dans les Outre-mer, bien sûr Mayotte, je dirais avec toutes les problématiques que vous avez toutes évoquées pour tout, exponentielle, avec des travaux que nous menons, alors là pour le coup, sur un sujet de reprise de compétences, sur
les enfants migrants, voire plus s'il y a affinité. On a actuellement à nouveau une mission IGAS, IGA, IGJ là-bas pour savoir ce que nous faisons, en particulier des enfants qui sont dits errants. Je n'emploie pas volontairement le mot MNA parce que ça n'a pas grand sens à Mayotte. Évidemment, le renforcement aussi de la prévention des maternités, etc. C'est une mission très importante. Nous avons une rencontre avec le ministre des Outre-mer pour bien fixer ça. Et dans mes budgets, en tout cas, on a une enveloppe dédiée à ce sujet. La Guyane, plus compliquée, avec finalement un certain nombre de caractéristiques assez identiques, mais des populations plus anciennes sur le territoire, et finalement un sujet souvent au niveau de la majorité de gamins qui ont plutôt participé et puis qui après arrivent avec des problèmes de régularisation, et puis l'accompagnement, la création de l'accueil du petit enfant, le nombre de crèches qu'il faut construire là-bas, c'est une planification que porte le ministre des Outre-mer, et on aura bientôt un comité interministériel à l'Outre-mer qui sera en miroir avec notre plan à nous. Là, je ne peux pas dire de bêtises parce que nous, on est sur des chiffres. C'est sur Mayotte ou c'est sur les Outre-mer. Donc, 10 000 nouvelles solutions d'accueil d'ici 2030 pour les petits-enfants, 4 000 places de crèche d'ici 2027 et 50 centres sociaux supplémentaires sur les Outre-mer annoncés d'ores et déjà dans la stratégie pauvreté, dans la stratégie d'accompagnement. Voilà. Je crois que j'ai répondu à beaucoup de choses. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Oui, pardon. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vous savez qu'on a mis en place, en fait, un processus de RITEX sur tous les infanticides. La justice et les services sociaux et l'ensemble des acteurs, l'école, se réunissent à l'issue de chaque infanticide. C'est un processus qui a été mis en place par le ministère de la Justice. J'évoquerai avec le garde des Sceaux le fait d'essayer de repérer et donc de conduire ces RITEX de manière un petit peu spécifique, effectivement. Je crois qu'il est important de, bien sûr, pas minimiser ces faits, parce que les vies de ces enfants sont encore aussi importantes que la vie des enfants, qui est aussi importante que la vie des adultes. Parfois, j'ai le sentiment que quand un enfant est tué, ça a moins d'importance que quand un adulte est tué. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre sur le même plan des violences, je ne sais pas si on peut dire gratuites, des violences parfois dans des séparations qui se passent mal. Moi, je suis quand même outrée quand passe à la radio comme une fleur, une personne qui tue ses 2 enfants plutôt que de remettre à la mère ou au père. Là, moi, j'avoue que ces faits-là me révulsent et disent comme l'adulte est bien en possession des enfants, et ces situations tout à fait tragiques qui traduisent l'épuisement dont on a souvent parlé, toutes les deux. Et une dernière réponse sur l'éducation. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, sur l'éducation affective et sexuelle dans un deuxième temps, le ministre de l'Éducation nationale a confirmé le mandat qui a été donné par son prédécesseur au Conseil des programmes, c'est ça, au Conseil supérieur des programmes, Conseil supérieur des programmes, qui a en charge, donc, comme on le dit, de définir un véritable programme. Qui dit programme dit contenu, qui dit contenu dit professeur responsable de délivrer ces contenus, qui peuvent être plusieurs, ou équipe pédagogique responsable de délivrer ces contenus. Il est pour nous indispensable qu'on stabilise le contenu par âge, qu'on démarre assez tôt, d'ailleurs pas pour l'éducation sexuelle, je le redis, et pas avant le primaire, mais plutôt à partir du secondaire, encore qu'il faut quand même aussi anticiper, Madame Lavalette, le fait qu'un gamin sur 3 qui arrive en 6e a vu du porno en ligne, si vous voulez, donc on a ce sujet, on n'a pas du tout approfondi dans la Civis la question des violences sexuelles entre pairs, mais entre nous soit dit, c'est dans l'inceste, c'est un sujet, etc. Bon. Donc à quel moment c'est travaillé par le Haut Conseil qui est composé d'un certain nombre de personnalités. Ils ont entendu beaucoup de monde, on a été entendu nous, peut-être, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir des contenus consensuels qui vont être travaillés avec toutes les familles, voilà, et d'aller, moi c'est ce qu'on a convenu avec le ministre, c'est d'aller à l'essentiel et pas nécessairement de se perdre dans des considérations parfois plus larges où tout le monde nous demande de régler tous les sujets de tout le monde. Il ne faut pas louper l'essentiel. Moi, mon essentiel, c'est que des enfants soient capables de se protéger en disant dès le plus jeune âge, tu n'as pas le droit à toucher à mon intimité. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres sujets, mais en tout cas celui-ci pour moi est essentiel. Comptez sur moi pour que ça soit une priorité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous avez, mes chers collègues, la Ministre qui nous a apporté les dossiers de presse présentés hier. Vous pouvez les prendre, je vous invite à les prendre en sortant.
Prochain rendez-vous de cette délégation le 6 décembre sur la partie prévention des violences faites aux enfants, avec notamment les enseignants et les syndicats. Merci à tous et merci Madame la ministre. Vous êtes bien entendu toujours la bienvenue dans notre délégation pour parler de ce sujet-là. Merci beaucoup.